Et sur ce plateau, pour débattre avec nous à 1 heure de la séance des questions au gouvernement, Agnès Firmin-Lebaudot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du groupe Horizon et indépendant de Seine-Maritime. Hugo Bernalicis, bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise du Nord. Donc vous êtes tous les deux membres de la commission des lois. Vous êtes très présents en séance puisque l'Assemblée examine des textes contre le narcotrafic. Marco Pommier, quels sont les objectifs voulus par le gouvernement ? Eh bien, l'objectif, il est clair, c'est sortir la France du piège du narcotrafic. C'est le titre d'une proposition de loi sénatoriale déjà adoptée par la Chambre haute et débattue depuis hier soir dans l'hémicycle de l'Assemblée. Une proposition phare dans ce texte, la création du PNACO, le Parquet national anticriminalité organisée. Autre mesure, la création de quartiers isolés dans les prisons pour les narcotrafiquants, limitation de l'usage du téléphone, fouille systématique après tout contact avec l'extérieur. Le texte entend aussi frapper les trafiquants au portefeuille avec des mesures anti-blanchiment et la possibilité notamment de fermer temporairement des commerces liés au trafic. Alors le texte a déjà été examiné en commission. Certaines mesures ont été retoquées. Le gouvernement souhaite les réintroduire. Ça va donner des débats houleux dans l'hémicycle, Marco. Oui, avec une levée de bouclier, notamment sur l'accès aux messageries cryptées par les services de renseignement, WhatsApp, Telegram, Signal. L'idée, en fait, c'est de lire les correspondances des trafiquants, dispositif ajouté par les sénateurs, mais retoqué par les députés au nom des libertés fondamentales. Pour Bruno Retailleau, ça ne peut pas se passer comme ça. L'État ne peut pas avoir une guerre de retard, je cite. Autre article supprimé pour l'instant, la mise en place d'un dossier coffre, un procès-verbal distinct auquel les avocats de la défense n'auraient pas accès. Objectif, ne pas dévoiler les techniques spéciales d'enquête pour les narcotrafiquants. Merci beaucoup Marco Pommier. On va revenir évidemment sur les mesures, celles qui font débat, mais je voudrais d'abord vous entendre l'un comme l'autre sur le constat. Le gouvernement parle de fléau, de combat vital. Hugo Bernalicis, est-ce que, au moins sur ce constat du narcotrafic, vous partagez ces mots du gouvernement ? Écoutez, moi j'ai rendu un rapport sur la délinquance économique et financière en 2018 qui faisait déjà ce constat-là sur les circuits de blanchiment. J'ai rendu un rapport avec Marie Guévenoux sur la réforme de Darmanin de la police judiciaire, enfin, c'est la départementalisation, où on a mis dans notre rapport qu'on avait des remontées du terrain sur toute la filière judiciaire, effectivement, d'une emprise de la criminalité organisée, parce qu'on va utiliser les bons termes, qui gagne du terrain et prospère. On avait eu dans nos pays voisins un ministre de la Justice, qui avait tenté d'être enlevé, séquestré par la macro-mafia. Du coup, il y avait quand même des signes d'alerte qui sont extrêmement... Donc sur cette menace existentielle, tout le monde est d'accord. Elle existe. Et j'espère que tout le monde est contre le crime. Agnès Firmin-Lebaudot, peut-être en nous parlant plus spécifiquement aussi de votre circonscription, Le Havre. On sait que c'est un port d'entrée numéro 1 pour la cocaïne en France. D'abord constater qu'avec M. Bernalicis, le constat il est partagé et je crois qu'il faut quand même se féliciter que nous ayons au début de ce débat un point d'accord sur le constat et je crois que c'est important. La difficulté c'est les réponses qu'on apporte face à ce constat sur le narcotrafic qui, de ces portes d'entrée, qu'elles soient portuaires comme Le Havre, Dunkerque ou Marseille. D'ailleurs les records saisis il y a maintenant 15 jours dans le port de Dunkerque nous montrent à quel point il est important de pouvoir donner les moyens pour lutter contre ce narcotrafic, les entrées portuaires, les entrées aéroportuaires qu'il ne faut pas non plus oublier. Donc le constat, il est partagé. Les quartiers qui sont parfois en difficulté face à ces narcotrafiquants qui, des plus jeunes enfants, en passant par les adolescents et les adultes, pourrissent la vie de nos concitoyens. On va parler, je l'espère aussi, des victimes de ces narcotrafiquants. Donc je pense qu'il est important qu'à travers ce constat partagé, on puisse y apporter des réponses puissantes. C'est l'objet de cette proposition de loi. Alors, sur le parquet, on va commencer là-dessus. Marco en parlait, un parquet national anti-criminalité organisée. Hugo Bernalicis, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir une juridiction dédiée, justement, comme il peut en exister contre le terrorisme ? Écoutez, en fait, je reprends votre question. Oui, c'est une bonne chose d'avoir une juridiction dédiée et d'ailleurs, elle existe déjà. Et c'est là tout le sujet. C'est qu'il y a des juridictions interrégionale spécialisée. Mais même au-delà de ça, une juridiction nationale, il y a la Junalco. Elle s'appelle comme ça, Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. C'est pas moi qui l'invente, ça a été inventé sous les gouvernements d'Emmanuel Macron en 2019. Et d'ailleurs, ça fonctionne plutôt bien, et quand ça fonctionne pas, c'est parce qu'il manque de moyens. Et donc le fait de faire un parquet national ne réglera pas la question des moyens, qui se règle par ailleurs par des magistrats supplémentaires. Moi, ce que je dénonce dans la mise en place de ce parquet national anti-criminalité organisée, c'est qu'on a une concentration du coup
coût des moyens qui peut se faire au détriment d'autres types de criminalité, parce qu'on voit bien au départ, on va pas se raconter l'histoire, c'était uniquement sur le trafic de stupéfiants. La version initiale, c'était un parquet national anti-stupéfiant, un PNAST, c'est comme ça qu'ils voulaient l'appeler. Et là, on élargit un peu, c'est la criminalité parce qu'en organisée. fait, c'est les mêmes criminels qui font différents types d'infractions. C'est ça la réalité concrète, et que focaliser sur le stup, c'est une mauvaise idée. Mais à la fin, je sais bien que Gérald Darmanin, son intention, et Bruno Retailleau, ce sera de focaliser sur le stupéfiant. Et donc, y compris à l'intérieur de ce PNACO, on va délaisser une autre partie de la criminalité organisée qui est moins visible, moins intéressante, moins utile pour la communication politique. C'est ça qui va se passer. Et donc ça, je suis en désaccord avec ça. Surtout que ça va concentrer, y compris des moyens de juge d'application des peines. Gérald Darmanin en fait un argument positif. Moi, je trouve à contrario que c'est un problème, parce qu'on a besoin d'individualiser la peine. On n'a pas besoin d'une réponse dolorise qui vise à faire souffrir, à infliger un châtiment supplémentaire, parce que là, on s'éloigne complètement de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Agnès Firmin-Lebaudot, sur ces réserves d'Hugo Bernalicis, qui risque de dire, voilà, on risque de mettre peut-être des moyens spécifiques sur le stupéfiant, moins sur le reste, et puis aussi la justice, c'est une question de moyens. Il faut peut-être davantage aussi d'humains, de gens. Je crois que les réponses du ministre, notamment en commission, puisque Gérald Darmanin est venu en commission défendre la création du PNACO, comme on l'appelle. D'abord redire que tous ceux qui étaient réticents à la création du parquet national antiterrorisme, aujourd'hui, reconnaissent que grâce à la création de ce parquet national antiterrorisme, il y a des résultats, notamment sur les attentats qui ont pu être évités. Donc sur le PNACO, on voit bien que l'intérêt de renforcer les moyens, de mutualiser tous les moyens à travers ce PNACO, c'est aussi permettre à toutes les régions de pouvoir discuter et sans aucun doute la criminalité organisée, elle se fait en réseau, et donc c'est pouvoir échanger toutes les informations en les centralisant et en renforçant les moyens. Et oui, dire que la lutte contre les stupéfiants, ça n'est pas que contre les stupéfiants. On voit bien que tout ça, c'est de la criminalité organisée, et ils font donc sonner les moyens pour lutter contre toute la chaîne. Voilà. Le plus efficace qu'a besoin la Junalco et ce qu'ont besoin les GIRS, c'est d'avoir un logiciel propre qui leur permette de se partager les informations. D'échanger des informations. Voilà. Et aujourd'hui, en 2025, ça n'existe pas. Et ça ne fonctionne pas correctement pour le peu d'informations qui peuvent échanger. Et ce serait beaucoup plus efficace d'avoir un logiciel qui fonctionne plutôt que de créer un nouvel outil PNACO, etc. qui, j'ai compris, sert très bien à la communication politique, montre qu'on va faire quelque chose, montre une volonté. C'est votre logiciel de pensée, monsieur. C'est le logiciel qui manque pour la justice, qui n'est pas mon logiciel de pensée. On verra, parce que je suis sûre que vous avez d'autres débats. On va poursuivre ensemble. On va donner aussi la parole à d'autres groupes politiques. Michael Taverne est député au Rassemblement National du Nord. Il nous attend celle des 4 colonnes. Bonjour, vous êtes député, mais avant vous étiez policier. Que pense votre groupe, le Rassemblement National, de cette proposition de loi sur le narcotrafic ? C'est un texte qui est indispensable, c'est un texte qui est attendu par les policiers, par les gendarmes, par les agents pénitentiaires, par les douaniers et aussi par les magistrats qui veulent lutter efficacement contre les narcotrafics, mais c'est contre la criminalité organisée sous toutes ses formes. Il n'y a pas que le trafic de stupéfiants, il y a tout ce qui va à côté, le trafic d'armes et puis les enlèvements, les séquestrations, les homicides. Donc c'est un texte qui est attendu par les magistrats, et certains me disaient que c'était le texte de la dernière chance. L'inconvénient, c'est que malheureusement on débat sur ce texte un peu tard. Les réseaux criminels ne sont pas arrivés en France la semaine dernière. Cela fait des années, et pourtant au Rassemblement National nous avions alerté, nous avions fait des propositions notamment pour essayer Quelle est la mesure phare dont vous avez besoin qui est dans ce texte selon vous ? Mais c'est surtout les enquêteurs qui ont besoin de mesures phares, notamment les techniques spéciales d'enquête et le dossier coffre pour sécuriser les techniques d'enquête sensibles. Donc j'entends les avocats qui essaient de défendre bien évidemment l'accès à la procédure, mais il faut aussi se mettre à la place des enquêteurs qui enquêtent sur le haut du spectre, c'est-à-dire sur des individus extrêmement dangereux qui utilisent de la technologie aujourd'hui, et notamment le satellite. Donc je pense que les policiers ont besoin vraiment de mesures efficaces pour remonter les filières et démanteler les réseaux. Il y a aussi une autre mesure qui fait débat, c'est l'accès aux messageries cryptées des criminels. Vous, au Rassemblement National, comme une partie de la gauche, vous êtes assez réticents. Pourquoi ? Alors, c'est un sujet extrêmement technique. Donc, on parle du chiffrement de bout en bout. Même au sein, par exemple, de l'anti-cybercriminalité, au sein de la PJ, ils sont quand même assez réticents, puisque, en fait, on ouvre une brèche aux possibles hackers. Et d'ailleurs, les spécialistes en cybercriminalité le disent, que malheureusement, ce chiffrement de bout en bout peut avoir des conséquences malheureuses sur les institutions. On ouvre, en fait, la possibilité aux hackers de s'infiltrer dans les réseaux. Donc, c'est la raison pour laquelle, au Rassemblement National, nous sommes extrêmement réservés, mais pas qu'au Rassemblement National. En
en commission, on a vu qu'une bonne partie de la sphère politique s'était opposée à l'ouverture en fait de la messagerie cryptée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Stéphanie Despierres. On va revenir sur ces deux mesures controversées, le dossier coffre et les chiffrements des messageries cryptées. Sur le dossier coffre, on l'a rebaptisé PV distinct. Il s'agit pour les enquêteurs de pouvoir mettre dans un PV à l'écart, dont la défense n'a pas accès, des informations sur les techniques utilisées pour obtenir des informations. Vous y êtes favorable, Agnès Firmin-Lebaudot ? En commission, notre groupe a déposé un amendement de suppression d'appel. C'est-à-dire que sur le fond, on voit bien l'intérêt de ce dossier coffre, je veux dire, là aussi pour protéger les enquêteurs et certains enquêteurs la façon dont ils ont pu mener l'enquête face à ces narcotrafiquants, il faut le redire, dont la violence n'a plus de limite. Je veux dire que tout est bon pour eux, peu importe les moyens pour arriver à leur solution. Donc je pense que l'objet, c'est aussi de pouvoir protéger les moyens d'enquête mis à disposition. Donc nous avions déposé un amendement de suppression d'appel parce que nous attendions là aussi l'avis du Conseil d'État sur ce sujet et nous avions posé plutôt une question de constitutionnalité sur ce dossier coffre. La réponse du Conseil d'État est plutôt, j'allais dire, favorable. Voilà, donc nous aurons et nous écouterons, j'allais dire, les débats en commission face aux amendements de réécriture qui sont proposés. Hugo Bernalicis, vous êtes contre ce dossier coffre, beaucoup d'avocats également. Certains magistrats expliquent qu'ils doivent protéger parfois les sources, leurs techniques de renseignement, puisque parfois c'est des renseignements humains notamment. Est-ce que vous seriez favorable si c'est dans des cas très spécifiques ou sur le principe vous êtes totalement opposé ? Ouais, c'est ça qui m'énerve, c'est que dans le droit, il y a déjà plein de choses qui existent. Rendre un témoignage anonyme, c'est une autre procédure qui existe déjà et qu'on peut déjà mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin de dossier coffre pour ça, pour protéger un informateur ou autre en fait. Donc moi je veux bien l'arsenal judiciaire pour vous est suffisant oui, mais très et il n'y a pas de nécessité d'avoir un PV, un procès verbal distinct. Absolument pas, sauf si on veut cacher des informations à la défense en vue de, parce qu'il y a d'autres articles dans ce texte de loi, notamment de faire du renseignement par le biais de moyens judiciaires, du renseignement administratif. Parce que du coup, il y a des articles qui prévoient la transmission d'informations, y compris en cours d'enquête, au service de renseignement, sur des choses qui n'auraient peut-être pas à voir avec l'enquête en tant que telle. Et donc là, on bascule sur autre chose, sur la surveillance en fait. C'est pas du tout la même chose. Et moi, je suis pas pour qu'on ouvre ça de cette manière-là. Je mets de côté le fait que le dossier coffre serait une usine à gaz de toute façon, vu comment c'est rédigé. Voilà. Donc franchement, je pense que sur le principe même, ça sera pas très peu utilisé. Mais sur le principe même, moi, ça m'énerve aussi que on mette en regard le risque que prennent les enquêteurs et les enquêtrices pour utiliser ces techniques. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand le dossier, quand la défense y accède, c'est qu'on est au stade du procès. Les gens, ils sont plus, on les a déjà écoutés. C'est pas le moment où on pose la balise qu'on va aujourd'hui, on informerait les avocats que attention, votre client est sur écoute. C'est pas comme, enfin, quand on écoute ceux qui défendent ça, on a l'impression que c'est ça qui va se passer. Rien du tout. Et vous croyez que le haut du spectre, que les criminels organisés, vous croyez qu'ils savent pas comment on pose une balise sur une voiture? Vous croyez qu'ils savent pas qu'il y a un micro qui peut être posé quelque part? Bien sûr qu'ils le savent. Ils prennent déjà leurs précautions en la circonstance. Donc on est en train de faire usage de peur. Fantasmé pour... Certains magistrats le réclament, ce dossier. Et alors certains magistrats disent qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Et moi j'en connais qui pensent que c'est scandaleux de faire ça. Le syndicat de la magistrature par exemple, et c'est aussi un des syndicats représentatifs de la magistrature. Bon, donc vous voyez, et puis il n'en reste pas moins que mes principes, les principes, doivent être défendus. Enfin, à pouvoir accéder au dossier pour savoir ce qui vous est reproché, c'est la base du droit pénal. Et les manières dont on a collecté les preuves, c'est aussi un élément de la preuve. Et j'ai envie de dire que si on subtilise des éléments aussi, c'est aussi des éléments que la défense ne peut pas faire valoir à décharge, parce qu'une enquête dans un état de droit, c'est à charge et à décharge, et ensuite on regarde ce que la personne a vraiment fait avec les preuves et on la condamne ou pas. C'est ça un état de droit, voilà. On voit, Agnès Firmin-Lebaudot, que vous avez aussi au sein du bloc central des interrogations sur ces mesures-là. C'est tout le débat sur les libertés publiques et la sécurité, trouver le bon équilibre, parce qu'on voit que certaines mesures retoquées l'ont été aussi avec les voix de la gauche, mais aussi de certains dans le bloc central. C'est l'intérêt, j'allais dire, c'est ce qui est beau dans la démocratie, j'allais dire, et ce texte-là, c'est clairement ça. Et on voit bien que ce texte-là, et je le dis parce que je le pense vraiment très sincèrement, aurait dû relever d'un projet de loi.
les questions que nous nous posons aujourd'hui, c'est parce que à la base, il n'y a pas d'étude d'impact. C'est parce que le Conseil d'État... Il faut comprendre que dans un projet de loi, il y a toute une vérification qui est faite en amont, ce qui n'est pas le cas d'une proposition de loi. Et pour avoir eu le bonheur de servir de la République en étant ministre, je vois bien la différence et les moyens qui sont mis à disposition pour pouvoir travailler en amont, avoir cette étude d'impact, pouvoir saisir le Conseil d'État, et pas une fois qu'on a voté des amendements, on saisit le Conseil d'État pour savoir si oui ou non, et on est obligé de réécrire, comme c'est le cas sur cette proposition de loi, sur un sujet aussi important que celui-là. Je le redis, c'est peut-être la problématique qui nous est posée aujourd'hui, mais ce qui est beau dans ce texte-là, c'est que la démocratie, parle et a parlé en commission, puisque nous étions plusieurs, à s'interroger sur les enjeux de constitutionnalité, sur les enjeux autour des libertés, et avec des réponses différentes à ces mêmes questions. Mais nous pensons au groupe Horizon Indépendant que l'enjeu, c'est bien de donner les moyens de lutter contre ces narcotrafiquants en respectant ces enjeux autour des libertés individuelles, et le sujet du déchiffrement de ces messageries est un sujet, important, sur lequel d'ailleurs au sein du groupe Horizon, peut-être nous n'aurons pas tout à fait les mêmes réponses, chaque député sur ce sujet particulièrement. Alors sur cette question du chiffrement, la patronne de la DGSI, de la direction du renseignement intérieur, dit c'est absolument nécessaire, on est aveugle sur évidemment les outils de communication. Maintenant on communique avec des messageries cryptées, il faut qu'on puisse y accéder sur nos cibles. Hugo Bernalicis. Je suis sûr qu'il serait très heureux d'accéder au contenu des conversations. Alors je n'en disconviens pas, mais vraiment il serait heureux, vous imaginez bien que c'est pas pour leur bonheur personnel. Ils disent que dans la gestion des enquêtes, il est absolument parfois indispensable d'avoir les communications. Mais oui, mais d'accord, sauf qu'en fait, d'une part, c'est techniquement pas possible. L'opérateur, il n'a pas la clé de chiffrement. Je veux bien qu'on le répète autant de fois qu'on veut, mais ce n'est pas possible. Ils ne pourront pas donner ces données. Donc, pas l'opérateur, les messageries elles-mêmes? Oui, les opérateurs de messagerie, peu importe, en fait, je dis opérateur au sens générique. Mais du coup, derrière, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut mettre en place une sorte de ce qu'on appelle porte dérobée, c'est-à-dire un piratage, en fait, en réalité, de l'application pour permettre d'accéder à toutes les conversations, pas juste celles qu'on veut d'ailleurs, mais toutes les conversations de tout le monde. Et pour vous, ça peut se retourner? Mais oui, mais c'est ce que tout le monde dit. C'est l'ancien directeur de l'ANSSI qui défend cette position-là. C'est pas moi, la CNIL aussi qui défend cette position-là sur le risque qu'il y a avec. Mais plus largement, vous savez, il y a cette fuite en avant où on veut avoir accès à plein de données, plein d'éléments supplémentaires qui pose des problèmes de liberté publique, alors qu'on sait très bien ce qui fonctionnerait pour diminuer le trafic de stupéfiants dans le pays, c'est de s'attaquer à la consommation, et pas avec des clips où on brûle des doudous, c'est pas ça le sujet. Nous, la position elle est très claire, c'est comme dans un tas d'autres pays européens. Prévention dépénalisation. Et légalisation du cannabis. Et il n'y a rien de tout ça dans ce texte, donc on va encore écluser la mer à la petite cuillère, et avec très peu de moyens sur le haut du spectre, parce que pendant qu'on discute de tout ça, les offices centraux de la police judiciaire, qui eux concrètement font les enquêtes là-dessus, restent encore et toujours en sous-effectif. Un dernier mot sur la question, parce que j'aimerais aussi vous entendre sur la partie qui concerne le garde des Sceaux, sur les prisons, ces quartiers de haute sécurité dans les prisons, dans lesquels on pourrait justement y avoir 500, 700 trafiquants, le haut du spectre, mis en examen ou condamnés. Vous y êtes favorable, Agnès Firmin-Lebaudot? Je pense que le garde des Sceaux, de toute façon, a pris sa décision et il a créé déjà deux centres sur ce sujet. Deux prisons ont été choisis. Moi, je vais te permettre juste de rebondir sur la question précédente quand même, parce que je pense que la dernière loi sur ce sujet des narcotrafiquants, elle date de 2004. Entre 2004 et 2025, nos moyens de communication ont évolué et on ne donne pas accès aux enquêteurs. On a voté une quinzaine de lois avec des tas de mesures sur la criminalité organisée. On va laisser finir Agnès Firmin-Lebaudot. À ces moyens nouveaux qui sont utilisés par les narcotrafiquants. Moi, me dire que si les policiers avaient eu accès à la messagerie de Mohamed Amra, on aurait pu sauver la vie des 2 agents pénitentiaires. Je pense que ça vaut le coup qu'on se pose la question et qu'on en débatte. Avec la difficulté qui est la nôtre, c'est comment on écrit clairement la loi pour respecter ce fameux équilibre. C'est ça la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas être négatif par principe. Entre 2004 et 2025, nos moyens de communication ont évolué. Je pense qu'il est important qu'on y pense. Dernier mot, Hugo Bernalicis. C'est vrai qu'on a le sentiment, certains disent, il y a un décalage. En fait, ils ont un train d'avance. Ces narcotrafiquants, ils sont très bien organisés. Il y a un décalage. Et ça, c'est l'histoire du gendarme et du voleur depuis la nuit des temps. Moi, je veux bien qu'on découvre ça aujourd'hui. Mais la question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'on est sur une logique du talion, œil pour œil, dent pour dent? Ils utilisent ces moyens, on utilise les mêmes? Non, parce que nous, on est la puissance publique, en fait. Alors attention, il ne s'agit pas quand même d'utiliser les mêmes moyens. Eux utilisent la violence, la criminalité. Mais justement, la rhétorique est la même.
La rhétorique est la même. Et déjà, d'un point de vue rhétorique, c'est un problème. Moi, je suis pas là pour faire la guerre à quoi que ce soit, en fait. On est là pour arrêter des criminels et les confondre devant la justice. Parce que à la fin, vous avez justement toute cette rhétorique qui vise à dire il faut les mettre dans des prisons à part, non pas parce qu'il faudrait les couper du monde particulièrement, parce qu'il y a des mesures qui n'ont pas de rapport avec ça, mais pour qu'ils souffrent dans leur peine, voilà, pour qu'ils souffrent le plus possible en prison. Et moi, je ne suis pas pour la souffrance, en fait, je ne suis pas pour la vengeance. Ce n'est pas le système de justice que je défends, ce n'est pas l'État que je défends, c'est pas la République que je défends. La République ne défend pas ça. Elle défend la dignité humaine. Et ça s'applique à tout le monde, la dignité humaine. Parce que je ne suis pas pour qu'on s'abaisse à l'indignité des criminels, justement. En un dernier mot, et on passera aux retraites. Agnès Firmin-Lebaudot. C'est pas ça l'objet. L'objet, c'est bien de dire en prison, j'allais dire, ces hommes et femmes qui ont commis des crimes, n'aient pas accès à des moyens qui leur permettent de continuer dans les prisons à gérer des réseaux. J'espère que c'est déjà prévu aujourd'hui. C'est exactement ça. On voit bien. Vous savez très bien, Hugo Bernalicis, que beaucoup utilisent des téléphones. C'est le problème de ce genre de texte, c'est qu'on finit par eux-mêmes, le gouvernement finit par dire qu'il est nul en toute matière. Mais bon, ça, c'est leur problème. On va passer aux retraites. Je suis sûre que l'un comme l'autre, vous aurez beaucoup de choses à dire sur le sujet. On en parle beaucoup depuis que François Bayrou a semblé dire non à un retour aux 62 ans, Stéphanie Despierres. On en parle beaucoup. Oui, François Bayrou a jeté un pavé sur la table des négociations et c'est la bronca du côté des syndicats et des partis de gauche notamment. Ce matin, la France Insoumise disait tout le monde le comprend, ce conclave ne sert plus à rien, c'est une arnaque. Côté écologiste, on estime que le Premier ministre a baladé les Français et qu'il a déchiré le contrat moral politique qui le liait à une partie de l'hémicycle, en référence évidemment à l'accord de non-censure adopté par les socialistes qui avaient accepté de ne pas censurer le gouvernement Bayrou parce qu'il y avait justement cette négociation. Eh bien, les socialistes ce matin parlaient de déclarations irresponsables et incompréhensibles et ils demandent au Premier ministre de respecter sa parole, mais ils ne veulent pas en tirer de conséquences hâtives. Même stupéfaction du côté d'Ensemble pour la République qui demande à laisser travailler les partenaires sociaux. C'est la même chose du côté du MoDem qui a aussi dit qu'il faut laisser travailler le conclave. Merci beaucoup Stéphanie Despierres. Agnès Firmin-Lebaudot, Édouard Philippe, lui, le dit, ce conclave, il est hors sol et il est complètement décalé par rapport à la situation aujourd'hui. Il faut qu'on en finisse. Je crois qu'il faut être très clair et dire un langage de vérité à nos concitoyens que nous portons, nous, au groupe Horizon Indépendant, depuis très longtemps sur l'âge de départ à la retraite. Faire croire à nos concitoyens, alors que nous vivons de plus en plus vieux, qu'il y a de moins en moins d'actifs pour payer les retraites, qui est, j'allais dire, l'essence même de notre promesse républicaine, de cette retraite par répartition qu'il nous faut préserver absolument. Dire qu'on y arriverait en baissant l'âge de départ à la retraite, c'est faux. On sait très bien qu'il va nous falloir travailler plus et plus longtemps. C'est ce qu'ont fait tous les pays autour de nous. Nous ne serions pas différents des autres pays. Je crois qu'il est important de tenir un langage de vérité. C'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire. Ça ne fait plaisir à personne de dire qu'il va falloir travailler jusqu'à au moins 64 ans. Ça n'est pas facile à dire, mais c'est assumé. C'est un langage de responsabilité, de vérité. Si nous voulons conserver cette belle promesse républicaine qu'est la retraite par répartition. Hugo Bernalicis, je vais vous faire répondre. On va avoir un député socialiste à l'instant, mais sur ce que dit Agnès Firmin-Lebaudot, faut peut-être essayer de conserver le modèle social, mais on ne pourra pas faire mieux que la réforme à 64 ans. Je vous propose de ne pas refaire le débat de fond sur la retraite 62-64. Il y a eu une belle séance ici à l'Assemblée où j'étais rapporteur, où toute la journée j'ai présenté les contre-arguments à ceux qui nous sont présentés là à l'instant. Mais la vraie promesse qui n'en est pas une et qui a été scandaleuse, c'est celle de François Bayrou de départ de faire croire qu'il y avait une négociation possible. Point. C'est ça le scandale là de ce conclave. Que chacun soit sur ses positions, moi je les respecte. C'est juste qu'ici il y a une majorité pour abroger la réforme des retraites et que le seul moyen que la majorité... Il a piégé les socialistes, François Bayrou, finalement, avec ce conclave. Alors je sais pas, pour qu'ils aient été piégés, il aurait fallu qu'ils se fassent berner. Mais je crois que tout le monde avait toutes les informations en sa possession au moment où tout ça a été discuté. Et que François Bayrou lui-même avait expliqué que s'il n'y avait pas d'accord sur l'âge, on resterait sur 64. C'est-à-dire donnant déjà un droit de veto au MEDEF de dire non, c'est niet. Donc à partir de là, l'idée était pipée. Je veux dire, bon, maintenant, il serait temps un peu d'accélérer le calendrier, qu'Olivier Faure se réveille et que cette motion de censure qu'ils nous promettent pour abroger la retraite à 64 ans, elle voit le jour plus rapidement possible. Bon, on va poser la question justement à Arthur Delaporte, porte-parole du groupe socialiste ici à l'Assemblée. Il est au micro de Marco Pommier.
Oui, Arthur Delaporte, ce conclave sur les retraites, c'était un peu l'un des arguments des socialistes pour dire bon, on ne vote pas la censure tout de suite de François Bayrou. Aujourd'hui, le Premier ministre, il dit non à la retraite à 62 ans. Est-ce que vous vous êtes fait avoir ? Nous, on dit le conclave, c'est la démocratie sociale. Tant que le conclave n'a pas abouti, on n'a pas de copie finale. Et moi, je suis vraiment en colère contre François Bayrou parce que aujourd'hui, on a un Premier ministre qui zigzague en permanence, qui renie sa propre parole. Et là, c'est un vrai sujet démocratique parce que quand on dit, il y a quelques semaines, François Bayrou dit pas de totem, pas de tabou, que là, ce week-end, il se contredit avant d'être démenti par son propre ministre de l'économie. Et bien finalement, à la fin, on finit par ne plus y comprendre grand-chose. Nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement du dialogue social quand il y a eu une rupture démocratique avec le passage en force sur la retraite à 64 ans. Donc là, aujourd'hui, on veut qu'il y ait du débat et on veut que ce débat puisse être le plus sain, le plus apaisé possible. Et malheureusement, le gouvernement ne facilite pas les choses. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Parce que la France Insoumise dit que ce conclave, ça ne sert plus à rien. Qu'est-ce que les partenaires sociaux peuvent encore obtenir quelque chose qui pourrait vous satisfaire ? Ce qui est sûr, c'est que c'est très mal embarqué. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas su poser un cadre de débat sain et il s'est aliéné une partie des acteurs sociaux. Or, quand on défend la démocratie sociale, on doit la défendre jusqu'au bout. On doit faire confiance au dialogue social. Et nous, c'est notre position de principe. Mais si demain, ça n'aboutit pas parce que le gouvernement aura tout fait pour que ça fasse échouer les discussions, eh bien, nous prendrons aussi nos responsabilités. Nous l'avons annoncé. Olivier Faure l'a redit ce matin. Si d'aventure, il n'y a pas de remise sur le tapis de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, alors le gouvernement risque la censure. Très rapidement, ça veut dire quoi ? Si on ne revient pas aux 62 ans, est-ce que c'est un motif de censure pour les socialistes ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on est extrêmement vigilants à la sortie de cette discussion, de ce dialogue social. Et s'il y a un accord, il faudra voir dans quelle mesure on peut le transposer, on devra le transposer au Parlement. Et au-delà de ça, nous restons évidemment ceux qui défendent, avec l'ensemble de la gauche par ailleurs, le retour sur la réforme Borne, c'est-à-dire revenir sur la réforme à 64 ans. Merci beaucoup, Arthur Delaporte. Merci beaucoup Marco Pommier. Rassurez, les socialistes peuvent censurer si à la fin du conclave, ils s'estiment qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause. Oui, je sais pas. En vrai, ils ont parlé des reniements de parole de Monsieur Bayrou. Je crois qu'en termes de reniement de parole, ils en connaissent un rayon eux aussi. Donc je sais pas s'ils tiendront parole sur leur motion de censure, s'ils la voteront à la fin ou s'ils feront encore en sorte que ce soit une motion de censure dans le vide et qui se feront toiser par le même François Bayrou dans l'hémicycle. Voilà. Donc j'aimerais que l'histoire ne se répète pas et que tout le monde soit conséquent et consistant sur ses convictions et ces convictions-là en particulier. Au moment où on trouve 100 milliards pour faire la guerre, on n'est pas capable de trouver 10 milliards pour payer les retraites. Agnès Firmin-Lebaudot, un dernier mot, puisque vous êtes aussi une proche d'Édouard Philippe. C'est tendu entre Édouard Philippe et le Premier ministre François Bayrou. Ils doivent se voir cette semaine. Il faut apaiser un peu les tensions. Là, les mots ne sont pas forcément très aimables entre les deux hommes en ce moment. Les deux hommes ont décidé de se voir, mais là, je ne vais pas m'immiscer non plus entre les relations entre François Bayrou et le Parti socialiste et LFI. Mais on voit bien que sur les retraites, notre position, elle est très claire. C'est ne pas revenir à 70 ans. Revenir à 62 ans serait une grave erreur pour notre système par répartition. Par contre, le conclave peut très bien faire des propositions sur la pénibilité, sur lesquelles on doit avancer, sur l'emploi des seniors. Ce sont deux sujets sur lesquels peut-être le conclave peut faire des propositions intéressantes pour aménager la réforme des retraites, mais pas sur l'âge légal de départ. Merci beaucoup Agnès Firmin-Lebaudot, merci beaucoup Hugo Bernalicis. Je rappelle que vous siégez toute la semaine dans l'hémicycle sur les propositions de loi sur le narcotrafic jusqu'à vendredi, peut-être même ce week-end. Il y a beaucoup d'amendements à défendre. On va passer tout de suite au focus dans cette émission.